bienvenue pour cette exploration du code source de Duke Nukem 3D. On le décrit souvent comme un chaos de génie. Fascinant. Oui, et pour en parler, on s'appuie pas mal sur une analyse vidéo de Tariq D6, qui elle-même reprend des sources comme le livre Super Eagle, le blog de Fabien Sanglard. Et tout ça validé par Ken Silverman, le créateur du moteur. C'est important. Bah oui, Ken Silverman. Le nom est incontournable. Il a créé le moteur Build, le cœur technique du jeu, à 17 ans seulement. Un vrai prodige, autodidacte en plus. Incroyable. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce code, qui a la réputation d'être illisible et difficile à maintenir, C'est le moins qu'on puisse dire. comment il a pu donner naissance à un jeu aussi marquant, révolutionnaire même pour l'époque. Il dépassait Doom sur certains points techniques quand même. Tout à fait. On va essayer de décortiquer un peu ces choix de conception, disons, radicaux, qui ont été faits vraiment au nom de la performance brute. Alors commençons par l'architecture. Il y avait une séparation claire, c'est ça? Moteur d'un côté, jeu de l'autre. Exactement. D'un côté, le motor build. Ken Silverman l'a fourni à 3D Realms sous forme de code déjà compilé, une librairie statique, engine.obj, avec un fichier d'entête, un header, pour expliquer comment l'utiliser, quoi. Une sorte de boîte noire avec un mode d'emploi technique en somme. Et de l'autre côté? De l'autre côté, le module de jeu. Ça, c'est 3D Realms qui l'a développé par-dessus le moteur build. Et ce fameux moteur build, j'ai lu 8500 lignes de code dans un seul fichier, engine.c. Ça paraît fou aujourd'hui. Ah oui, c'est un monument, hein. Clairement, la lisibilité ou la facilité de maintenance, c'était pas du tout l'objectif premier. C'était quoi alors, la philosophie derrière NDEF? Mais la vitesse avant tout. Mais exactement ça. C'était un choix conscient. On sacrifie la propreté du code, si on veut, pour obtenir la vitesse maximale, la performance immédiate sur les PC de l'époque. Et comment ça se traduisait concrètement dans le code? Un exemple frappant, c'est l'utilisation massive de variables globales. Quasiment tout était une variable globale. La position du joueur, le secteur où il se trouve, tout était accessible depuis n'importe où dans le code. Attends, des variables globales partout? Oui. Mais ça rend le truc hyper fragile, non? Pour l'équipe de 3D Realms qui devait utiliser ça? Ah bah oui. Ça a dû être compliqué à débugger, j'imagine. Si n'importe quelle partie du code peut modifier n'importe quoi d'autre, c'était le gros inconvénient, clairement. Le gain de vitesse était là, accès direct aux données, pas besoin d'allouer de la mémoire dynamiquement, ce qui était coûteux, et c'était bon pour le cache du processeur. D'accord. Mais le prix, c'était ce couplage très fort entre toutes les parties du code. La maintenance devenait, disons, risquée. Chaque modification pouvait avoir des effets de bord imprévus. Et pas de programmation orientée objet, j'imagine. Ah non, pas tout. C'était du pur procédural. Des fonctions qui manipulent directement ces données globales. On pourrait dire que les données elles-mêmes faisaient office d'interface. Rapide à l'exécution sans doute, mais pas très flexible pour faire évoluer le jeu. C'est ça. Et à ça s'ajoutent des optimisations très très bas niveau. Par exemple les calculs en virgule fixe. Ah oui, pour éviter les virgules flottantes. Exactement. Beaucoup plus rapide sur les processeurs de l'époque, qui n'avaient souvent pas d'unité de calcul en virgule flottante dédiée, le fameux FPU. Il y avait aussi des tables de Lucas précalculées pour tout ce qui est trigonométrie, sinus, cosinus. Pour éviter de calculer ça en temps réel. Malin. Très malin et très rapide. Et puis le moteur était entièrement monothread, bien sûr. Pas de parallélisme à gérer. Et ces fameux bit hacks dont on entend parler, c'est quoi exactement? Ben, ce sont des petites manipulations astucieuses directement sur les bits des nombres. Genre utiliser des décalages de bits un peu bizarres pour faire une multiplication ou une division rapide. C'est hyper efficace en termes de vitesse. Mais illisible. Mais souvent quasi impossible à comprendre si t'as pas l'explication à côté. C'est très typique du style de Ken Silverman, très orienté performance pure. Si on compare à Doom, qui est sorti un peu avant. Oui, l'approche était différente. Le code de Doom était plus modulaire, non? Pensé pour être portable. Tout à fait. id Software, avec Carmack, avait une vision plus long terme. Il pensait déjà à porter le jeu sur d'autres machines. Le code était plus structuré. Pour Duke, la priorité numéro 1, c'était vraiment de tout déchirer sur les PC du moment. Deux philosophies techniques, en fait. Et le code du jeu lui-même, développé par 3D Realms, il suivait la même logique de chaos organisé? C'était un peu différent. Par endroits, on sent une tentative d'être plus modulaire, mais ça restait globalement très complexe. On parle de fichiers énormes, genre game.c qui fait 11 000 lignes. 11 000 lignes dans un seul fichier. Oui, ou menu.c, pour les menus du jeu, avec 3000 lignes de switch imbriqués les uns dans les autres. Ah oui, le genre de code où on a peur de toucher quoi que ce soit. Voilà, donc des gros fichiers monolithiques.
Ce code utilisait bien sûr les fonctions fournies par le moteur Bult, sauf pour le son, apparemment, qui était géré directement dans le module de jeu. D'ailleurs, petite anecdote qui montre bien la séparation, le moteur Build a été libéré en open source en 2000. Oui, Mais le code du jeu, lui, a attendu 2003. c'est ça. Ça illustre bien les deux entités distinctes. Parlons un peu du rendu graphique. Duke Nukem 3D avait des trucs assez novateurs pour l'époque, comme les miroirs, les étages superposés. Oui, et ça, c'est lié au système de rendu, qui était différent de Doom. Doom utilisait un BSP tree, très efficace pour les niveaux statiques, pour savoir ce qui est visible ou pas. Mais moins souple. Ça permettait non seulement de gérer la visibilité de manière dynamique, mais surtout d'avoir des éléments de décor mobiles. Des murs qui bougent, des plateformes, c'était une grosse avancée. Et comment ils optimisaient ça? Parce que calculer la visibilité en temps réel, ça peut être lourd. Une des astuces clés, c'était les tableaux EMOST et DMOST. En gros, pour chaque colonne de pixels à l'écran, ces tableaux gardaient en mémoire l'intervalle vertical déjà dessiné. Une sorte de Z-buffer simplifié, mais vertical. Exactement. Un Z-buffer logiciel vertical, très rapide. Ça permettait de ne pas redessiner des pixels qui étaient déjà cachés par quelque chose devant. Très efficace. Bon, avec un code moteur aussi dense, aussi peu commenté apparemment, et ses choix architecturaux, comment l'équipe de 3D Realms a fait pour s'y retrouver et construire le jeu? Alors là, il y a un élément qui semble avoir été absolument crucial. Un simple fichier texte. Un fichier texte? Oui, buildinfo.txt. C'était un fichier fourni par Ken Silverman avec le moteur. Il y décrivait les fonctions principales, les structures de données importantes comme les secteurs, les murs, le format des cartes de niveau. La pierre de Rosette du moteur Build, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Sans ce fichier, comprendre et utiliser le moteur aurait été extrêmement difficile, voire impossible. C'est fou. Ça montre vraiment l'importance de la documentation, même minimale. Parfois, quelques phrases claires au bon endroit peuvent sauver un projet. Absolument, c'est une bonne leçon. Essentielle cette doc. Donc pour résumer, le code de Duke Nukem 3D, c'est vraiment une étude de cas. Une ingénierie totalement focalisée sur un objectif, la performance maximale sur le matériel limité des années 90. Et tant pis pour la lisibilité, la maintenabilité, ce qu'on pourrait appeler la valeur A du code, sa qualité intrinsèque, quoi. Voilà, tout a été sacrifié, ou presque, pour maximiser la valeur B. La valeur B. Bah oui, ce que le code fait, le produit final, l'expérience pour le joueur. Et de ce point de vue-là, c'est indéniable, c'était une réussite totale. Le jeu était bluffant à sa sortie. Même si le code derrière aurait sans doute donné des surfroides aux développeurs d'aujourd'hui, hein. Ah, ça c'est sûr. Ça va un peu à l'encontre des principes modernes qu'on enseigne, genre ceux du pragmatic programmer. Écrire le code d'abord pour les humains qui vont le lire après. La clarté, la simplicité, ça prime souvent sur l'astuce obscure, surtout pour le long terme. Ce qui nous amène à une question pour conclure, peut-être un peu provocatrice. Hmm. Le code de Duke était peut-être chaotique, oui, mais il a produit un jeu culte, techniquement impressionnant pour son temps. Alors finalement, est-ce que la propreté du code, la maintenabilité, tout ça, est-ce que ça importe tant que ça si le produit final cartonne et atteint ses objectifs auprès du public? Dans ce contexte précis, l'approche de Duke n'était-ce pas juste la bonne approche? C'est une excellente question. Est-ce que le beau code est une fin en soi ou juste un moyen? Le succès de Duke 3D donne à réfléchir, c'est certain.